Messieurs, dames, bonjour. En ce soir-là, mais oui, nous connaissons-nous. On voulait vous compter avec les autres à deux émissions tout neuf, non c'est Jou car ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou car ouvert, c'est chaque semaine. Nouvelle table zip, parole à tout le monde et causer en nous avec des invités. Écoutez les Anglais, les OP. Si les réseaux, et si radio nous tombez d'accord. Vous comptez à dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou car ouvert. Messieurs et dames, bien bonjour. Oh ben, bien bonsoir. Enfin, quel qu'on soit, en cas saluer les autres. Mi bayale à Tabzip en nous. Tabzip en nous avait des grands dossiers. En premier dossier, nouvelles d'autre côté. Et en deuxième dossier, nouvelles au pays, avec tout ça qui a concerné nous. Et ça, j'ai tout comprendre. Nouvelles au pays, nous qui bout avec les bonnes nouvelles. Des petits mots m'en disent autres quand on a crié Tabzip. Tabzip, c'est une espèce de revue de presse qu'on a boucanté avec les autres, à six nouvelles qu'on entend en haut, en bas, devant, derrière, en mi-temps, et tout partout, et qui étaient en tête en moins, soit on trouvait que ça était intéressant, soit on trouvait ça énervé moins petit moins, soit on pas comprendre, et ça va permettre nous qu'à boucanter ensemble. Eh ben c'est ça Tabzip là. Et nous qu'à fait yon chaque semaine. Ipati. Divers animé à pays là. Ça va au courant, mettez au courant. Divers animé à la Guadeloupe. Ça va au courant, mettez au courant. Alors effectivement, nous te prenons mot pour nous faire un Tabzip qui j'en ai créé ça, édition spéciale, en 15e Tabzip. Outil là, on dit bon, ben faut absolument que nous beau compter assis des interventions qui a faites au Sénat. Et donc, vous pouvez trouver à ce site internet à sénat.fr. On a proposé aux autres d'écouter audition à Dr Amin Oumlil et aussi Taman Ariane Biléran qui interviennent avec d'autres mondes concernant donc les affaires à Piqui-Fossé là. Donc panipon sénateur, notamment ces sénateurs nous là qui dit yo pas au courant. C'est très intéressant de entendre Jean-Michel exprimer, Kayoka dit, et Kayoka dit aussi là il sorti dans l'audition là. Et en qui fait entendre aussi Ariane Biléran, puisqu'elle avait d'autres monde, yo auditionné yo aussi au Sénat, mais suite à ça, ils ont décidé qu'ils n'ont pas mettre ici site là, donc il n'est pas public. Donc ça a posé un petit problème quand même. Hein? Voilà, alors donc on a souhaité les autres un bel petit côté. Et puis si vous voulez regarder site à sénat.fr, vous avez tapé Dr Amin A-M-I-N-E Umlil U-M-L-I-L. Et si vraiment vous n'avez pas trouvé, on peut envoyer soit lien là, soit audio là bazot, ça ne va pas poser pas de problème. Vous pouvez envoyer un mail joucarouvert@gmail.com et vous pouvez faire autre l'idée. En tout cas, pas ni pas un sénateur qui peut dire que vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas savent. Voilà, on souhaite les autres ton bel petit côté. Parole pour Cabéché. Qu'on pourra les présenter. Et je commencerai par donner la parole donc au docteur Amin Oumlil, c'est comme ça qu'on prononce Oumlil, vous êtes pharmacien hospitalier, vous êtes directeur du Centre territorial d'information indépendante et d'avis pharmaceutique du Centre hospitalier de Cholet. À vous la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Je suis honoré de cette invitation pour participer à ce débat contradictoire et utile. C'est ce débat qui a manqué depuis le début de la crise. On ne serait pas là aujourd'hui si ce débat avait eu lieu depuis plusieurs mois et on n'a pas cessé de le demander. Alors, à titre liminaire, je déclare n'avoir aucun lien ni aucun conflit d'intérêts. Et deux informations nouvelles. Donc, je rappelle que j'ai, dans le cadre de mon audition, durant laquelle j'ai pu m'exprimer librement avec mesdames les sénatrices et monsieur le député, j'ai transmis un rapport circonstancié de 92 pages qui relate l'intégralité. Ce ne sont que des données qui proviennent des documents officiels de la Haute Autorité de Santé, de l'Agence européenne du médicament,
de l'ANSM et de l'IGAS, de l'Inspection générale des affaires sociales. Deux nouvelles informations qui sont publiées sur le site de l'ANSM le 26 avril 2022. Covid-19, communication pour le bon usage des vaccins et des médicaments indiqués dans la Covid-19. Avec une première partie, bon usage des vaccins et des médicaments indiqués dans la Covid-19, mise en place d'une communication non promotionnelle à destination des professionnels de santé. Et là, on apprend, on lit, l'évolutivité permanente et rapide de la stratégie vaccinale ou thérapeutique, ainsi que des données de sécurité et de bon usage, est incompatible avec l'obligation de diffuser auprès des professionnels de santé une information exacte et à jour. Et pour cause, et le même jour, et sans doute suite à ce que j'ai transmis au rapporteur, le même jour, le site de l'ANSM a mis en évidence les 3 compositions du vaccin Comirnaty qui sont actuellement disponibles. Et il me semble que la composition initiale qui avait fait l'objet de l'essai clinique randomisé en double aveugle de Pfizer, il me semble qu'elle n'est plus en circulation. Et j'ai découvert ces compositions par hasard. Et il y avait un article qui était consacré à ça sur le site du CETIAP. Il y a 2 formulations pour l'adulte et une formulation J'entends des réactions de négation du côté des experts. Nous aurons le loisir, bien sûr, de donner la parole dans un contradictoire, absolument. On les a écoutés attentivement, longuement. Ce que nous faisons, absolument. J'étais loin d'être d'accord avec parce qu'on a assisté à un véritable festival d'affirmation générale pour nourrir une appréciation d'ordre général. Moi, je souhaite rentrer sur des faits précis qui sont extraits du rapport qui a été transmis aux parlementaires. Et après, je répondrai à toutes les questions. Voilà. Donc, ce sera un échange. En tant que pharmacien, j'ai découvert, suite à une alerte d'une consoeur pharmacienne au mois d'avril 2021, que je vais focaliser mon raisonnement sur le vaccin Pfizer Comirnaty, parce que c'est le plus prescrit, c'est le premier autorisé, c'est avec lequel on a le plus de recul, mais le raisonnement est transposable aux autres vaccins, bien entendu. Voilà avec quoi c'est une AMM européenne centralisée conditionnelle, dérogatoire d'urgence. Donc, il est clair qu'on était en attente d'informations complémentaires sur aussi bien le rapport bénéfice-risque, mais ce qui est inédit pour moi en tant que pharmacien, sur la composition même du vaccin. Je vous lis un extrait de ce qui figure dans un document publié par l'Agence européenne du médicament et auquel on peut accéder par le site de l'ANSM. Donc, l'Agence européenne du médicament attendait, je vous parle du mois d'avril 2021, et c'est toujours le cas, il me semble. Donc, des preuves complémentaires concernant la caractérisation de la substance active et du produit fini, le renforcement de la stratégie de contrôle, afin d'assurer une qualité constante du produit, des données de validation supplémentaires en vue de confirmer la reproductibilité du procédé de fabrication, du produit fini, le procédé de synthèse et la stratégie de contrôle de 2 excipients qui seraient nouveaux, l'ALC 0315 et l'ALC 0159, en vue de confirmer leur profil de pureté et d'assurer un contrôle de qualité et une reproductibilité entre les lots tout au long du cycle de vie du produit fini. En tant que pharmacien, je ne sais pas comment ils ont pu libérer un lot, étant donné que le procédé de fabrication n'a pas été complètement caractérisé. Je vous rappelle, vous l'avez rappelé, qu'un vaccin, c'est un médicament avec 2 facettes, qui rappellent inséparables, qui rappellent étrangement une pièce de monnaie, le bénéfice et le risque, que l'appréciation du risque se fait au regard du bénéfice escompté, par catégorie d'âge, démontré par des preuves de haute qualité, que le vaccin s'adresse à des personnes en bonne santé, et donc nécessairement, si le bénéfice n'est pas démontré, le rapport bénéfice-risque est nécessairement défavorable. Donc, je vous remercie pour le titre, donc Déclaration, analyse et communication. Et comme l'a dit Madame la sénatrice, l'information de la population est le nœud et le cœur du conflit qui nous réunit aujourd'hui. Parce que l'information jaillit sur les règles de prescription, jaillit sur l'information du public et jaillit ensuite sur le consentement libre et éclairé. Alors, des documents officiels, on peut affirmer sans difficulté aucune qu'en décembre 2020,
le jour où la campagne de vaccination a été lancée, que la preuve n'a pas été apportée d'une quelconque efficacité sur les formes graves, sur la transmission virale. Et on a oublié de dire aux gens aussi que l'essai clinique était toujours en cours et qu'on était face à un produit expérimental. Il s'agit bien d'un pari biologique. Ça ne cause pas de problème. Mais est-ce que la population a été informée? Le Covid-19, je ne conteste pas la gravité de la maladie, il a pu tuer, ça c'est certain. Pour autant, et il a tué. Pour autant, il ne figure pas sur les 2 listes réglementaires des maladies à déclaration obligatoire. Je vous renvoie aux 2 listes D31 qui sont consacrées par le D3113-6 et le D3113-7 associés à l'article législatif L3113-1 du Code de santé publique. Le LEM, les entreprises du médicament, en juillet 2021, dans un document intitulé Covid-19 et vaccins, nous disent que cette maladie est plus contagieuse que le SRAS et le MERS, mais qu'elle a un moindre taux de mortalité. Je dis bien en juillet 2021. Malgré l'insuffisance ou l'absence, je dis bien l'absence, et Madame la sénatrice vient de le dire à propos des enfants, malgré l'insuffisance ou l'absence des données, on a injecté des populations chez lesquelles on n'avait pas assez de données, et cela émane des documents officiels, encore une fois. Les plus de 75 ans, les immunodéprimés, et je répondrai aux responsables de la task force vaccination tout à l'heure, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, et bien sûr les enfants. Alors je rappelle que la pharmacovigilance, je parle aussi, Monsieur le Président, en ma qualité de juriste, titulaire d'une licence de droit et d'un master de droit de la santé à Rennes et de l'HSP. Donc, je suis aussi également juriste en droit de la santé. Et je convoque. Et je suis responsable aussi de la pharmacovigilance depuis 20 ans, au centre hospitalier de Cholet. Donc, la pharmacovigilance, au sens du Code de la santé publique, ne consiste pas uniquement à compter les effets indésirables, comme l'ont dit mes collègues du centre pharmacovigilance, mais aussi à prévenir ces effets indésirables, notamment graves, notamment les décès. Et le problème, c'est le lien de causalité dont on sera appelé à parler. De même, prévenir les effets indésirables et éviter de surcharger les centres pharmacovigilance passe par le respect des règles de prescription. C'est-à-dire un médecin doit prescrire selon les données acquises de la science et un pharmacien, de par l'indépendance professionnelle qu'il a, ainsi que le médecin, ils ont l'obligation de faire barrage à des prescriptions qui ne sont pas conformes aux données acquises de la science. Alors, le 21 avril 2021, on reçoit un mail de la DGS Urgent qui nous demande de prescrire 3 doses. On peut aller jusqu'à 3 doses chez les immunodéprimés et chez les personnes qui ont des traitements immunosuppresseurs. Lorsqu'on regarde l'autorisation de mise sur le marché conditionnel, cette population est considérée dans la rubrique mise en garde spéciale comme étant... Enfin, on n'a pas de données chez cette population et cela figure dans une rubrique mise en garde spéciale de l'autorisation de mise sur le marché. Cela s'appelle du mésusage au titre du Code de santé publique, c'est-à-dire ce sont des comportements intentionnels, nous sommes bien dans les infractions intentionnelles, inappropriées qui s'écartent du cadre défini par l'autorisation de mise sur le marché. L'urgence ne justifie pas tout. Vous avez opposé ce principe à des traitements comme l'hydroxychloroquine, pourtant ce sont des vieux traitements, et je ne conteste pas cela. Je conteste le fait qu'on ait 2 poids 2 mesures pour des vieilles molécules. On oppose et on exige légitimement des preuves de qualité pour des vaccins sans même demander l'autorisation à la population concernée s'ils sont d'accord pour s'injecter et faire partie d'un pari biologique. Alors, l'information est un droit. C'est un droit. L'information est un droit pour toute personne. Le paternalisme médical est révolu depuis au moins la loi Kouchner. Quand j'entends le professeur Fischer nous dire « on a injecté telle population », ben j'ai envie de vous dire « est-ce que vous leur avez demandé leur avis ?» Le consentement, donc l'information, le Code de santé publique dit, et pas que le Code de santé publique, les bonnes pratiques de pharmacovigilance qui ont été établies par le 2 février 2018 par la Direction générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et qui sont intégrées au Code de santé publique, donc ils sont opposables aussi. L'information doit être claire, loyale et appropriée.
C'est une audition qui est très suivie et il serait dommage que des problèmes techniques viennent perturber l'échange contradictoire. Est-ce que quelqu'un peut confirmer que... Alors voyons, relançons le flux. Est-ce que quelqu'un peut confirmer que la vidéo est là? Très bien. De manière éphémère. Qu'entendez-vous par cet intéressant adjectif? Fugace. 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 Michael aussi, il a dit c'est revenu et après coupé à nouveau. Donc en fait, il faut se caler sur le... Non, il faut suivre et puis quand le match apparaît, il faut parler avec le poster. Ça ne marche pas. Ils n'ont pas le son. Ça va, OK? OK. Eh bien, allons-y. Reprenons. Je vous rappelle que nous sommes très hors délai, que la technologie vient de nous faire défaut et nous a donné une demi-heure de retard supplémentaire. Le professeur Fischer a une contrainte à 17h30. Essayons de tout faire pour... les rapporteurs aussi ont des contraintes et commencent à se dire qu'elles étaient bien courageuses de se lancer au départ dans cette mission, mais toujours vaillantes. Reprenons. Et professeur, je vais vous proposer, docteur Oumlil, de reprendre votre intervention. Donc, juste avant que ça coupe, vous étiez en train de parler de la question de la composition. Je vous remercie. Donc, je disais que les autorités ad hoc, notamment l'Agence européenne du médicament, attendaient des preuves complémentaires avec ce vaccin qui concernait non seulement le bénéfice et le risque, mais également ce qui est inédit pour un pharmacien comme moi, concernant la composition de ces vaccins. Et donc, un calendrier précis attendait des preuves concernant la caractérisation de la substance active et du produit fini, le renforcement de la stratégie de contrôle afin d'assurer une qualité constante du produit, des données de validation supplémentaires en vue de confirmer la reproductibilité du procédé de fabrication du produit fini, le procédé de synthèse et la stratégie de contrôle de deux excipients qui seraient nouveaux, donc le ALC 0315 et le ALC 0159, en vue de confirmer leur profil de pureté et d'assurer un contrôle de qualité et une reproductibilité entre les lots tout au long du cycle de vie du produit fini. Donc, en posant la question sur ces preuves attendues alors que les dates d'échéance ont été dépassées, on a posé la question à la NSM. On a eu deux réponses différentes. Donc, Madame la directrice a répondu à un avocat qu'elle ne savait pas, qu'elle transmettait la demande à l'Agence européenne du médicament. Par ailleurs, une autre entité de l'ANSM, la cellule accueil usager, a répondu à un médecin qui s'interrogeait sur ces preuves complémentaires. On lui a répondu que tout allait bien, que les preuves étaient transmises. Donc, mais bon, on tiendra compte de la réponse de la directrice de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui ne savait pas, qui a transmis à l'Agence européenne du médicament. Ma question est, conformément au règlement de 2004, et notamment l'article 20.4, un État membre peut, de sa propre initiative, suspendre l'utilisation d'un produit de santé sur son territoire pour protéger la santé de la population en cas de besoin. Et donc, comment l'ANSM ne peut pas être informée du suivi de ces preuves complémentaires qui étaient attendues? Et par ailleurs, dans ces documents, vous trouverez que, ce qui confirme que l'essai clinique continue, que l'Agence européenne attend deux rapports pour le vaccin Pfizer, décembre 2023 et juillet 2024. Donc, je rappelle brièvement que l'appréciation du risque se fait au regard du bénéfice escompté, que le vaccin s'adresse à des personnes en bonne santé, définition donnée par l'OMS, et qu'en l'absence d'un bénéfice démontré par des preuves de haute qualité, ce qui a d'ailleurs été exigé pour des molécules anciennes, eh bien, le rapport est nécessairement défavorable, d'autant plus que l'on semble dans un cadre expérimental. Donc, le raisonnement, que vous l'avez compris,
va se focaliser sur le vaccin parce que c'est le plus prescrit, le premier autorisé pour lequel nous avons le plus de recul, mais le raisonnement peut être transposé aux autres vaccins. Donc, concernant le vaccin Pfizer, il ressort des documents officiels, notamment de la Haute Autorité de Santé, que la construction de l'essai clinique lui-même ne permettait pas d'apporter la preuve d'une efficacité sur les formes graves ou sur la transmission virale. Il s'agit bien d'un pari biologique, que la population aussi n'a pas été informée de façon claire sur le fait qu'il s'agit bien d'un essai clinique. La Covid-19 est une maladie qui a tué. Pour autant, elle ne figure toujours pas sur les 2 listes réglementaires des maladies à déclaration obligatoire. Pour figurer sur cette liste, il faut être une maladie dangereuse, contagieuse et disposer d'un test de diagnostic fiable. Donc je vous renvoie aux articles D3113-6 et -7, combinés avec l'article L3113-1 du Code de santé publique. Le LEM, les entreprises du médicament, le 17 juillet 2021, ont publié un document intitulé Covid-19 et vaccins. Selon le LEM, la Covid-19 est plus contagieuse que le SRAS et le MERS, mais qu'elle a un moindre taux de mortalité. Il peut être affirmé donc au mois de décembre 2020 que malgré l'insuffisance ou l'absence de données, des populations ont été injectées. Je citerai en particulier les plus de 75 ans par lesquels on avait commencé, les immunodéprimés, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les enfants. Monsieur le responsable de la task force vaccination, donc la DGS urgent, on a reçu un mail le 11 avril 2021 qui nous incitait, professionnels de santé, à aller jusqu'à 3 doses pour les immunodéprimés. Or, l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans la rubrique mise en garde spéciale indiquait qu'on n'avait pas assez de données. Et pour un pharmacien, cela s'appelle du mésusage et engage la responsabilité pénale du pharmacien notamment et du médecin. La pharmacovigilance ne consiste pas, selon le Code de santé publique, à compter les effets indésirables graves, notamment les décès, mais aussi et surtout à les prévenir. Donc, ça nous conduit à s'interroger en amont de l'apparition des effets indésirables, et notamment sur les conditions de prescription et de dispensation pharmaceutique, d'autant plus que la méthode d'imputabilité utilisée en pharmacovigilance a 2 limites qui sont connues, admises par tout le monde, et qui ne sont pas la faute des responsables de pharmacovigilance. C'est une méthode qui a comme première limite une sous-notification importante. Le réseau français des 31 centres de pharmacovigilance tweetait le mois de novembre 2021 qu'un effet indésirable sur 10 remontait seulement. Et deuxième limite, c'est que la méthode ne permet pas d'affirmer la certitude de lien de causalité. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. Et vous reprendrez toutes mes conférences. On fait l'effort de leur expliquer que si la pharmacovigilance ne peut pas affirmer la certitude du lien de causalité, ce n'est pas parce qu'elle veut cacher des choses, mais que c'est lié à la limite de la méthode utilisée. Pour autant, le rapport de l'IGAS de 2011 a formulé de sévères critiques. 2011. L'IGAS de 2011. Et dans le rapport que j'ai remis au rapporteur, il a formulé de sévères critiques à l'égard de la pharmacovigilance française. Et il affirme qu'elle ne veut pas évoluer, qu'elle n'a pas fait évoluer ses méthodes et que ces outils sont en décalage avec les objectifs affichés de la pharmacovigilance. Et nous reviendrons, je prendrai 2 cas sur les décès et sur le cas d'un enfant qui a perdu la vue et qui montre que la méthode d'imputabilité qui a été fixée sur un rapport, le rapport numéro 2 du 28 janvier 2021 et qui a été publié sur le site de l'ANSM, une méthode d'imputabilité a été fixée qui ne semble pas avoir été respectée. Cette méthode dit quoi? Qu'en l'absence, donc on peut écarter la responsabilité du vaccin dès lors, je cite, qu'une autre cause, certaine, permet d'expliquer l'effet indésirable, notamment le décès. Or, nous avons, dans le rapport numéro 18, qui s'est arrêté les données de mémoire au 26 août 2021, nous avons, dans le rapport numéro 18 publié sur le site de l'ANSM, 907 décès. Et dans ce rapport, on lit que uniquement les personnes nées vivantes et moins de 50 ans ont fait l'objet d'une analyse approfondie. Première question, pourquoi? Deuxième question, donc, ce qui représente 35 décès sur 907. Et sur les 35 décès qui ont fait l'objet d'une analyse approfondie,
Il y a 16 qui sont étiquetés dans ce rapport de cause inconnue. Cause inconnue veut dire qu'on n'a pas, ce qui a été défini par la méthode initialement, on n'a pas de cause autre certaine qui permette d'expliquer le décès. Donc, la conclusion aura dû être la suivante. Sans affirmer la certitude du lien de causalité, ils auraient dû publier qu'on ne peut pas écarter le rôle du vaccin. Deuxième exemple, un enfant qui a perdu la vue et dont j'ai été obligé, à la demande de ses conseils juridiques, j'ai fait 2 expertises juridiques à la demande d'un avocat pénaliste et de notre avocate. Pour l'enfant qui a perdu la vue, j'ai rendu la conclusion sur la méthode définie par l'ANSM, c'est-à-dire on a toute la batterie de tests qui a été faite pour cet enfant, négatif. Négatif. J'ai rendu la conclusion, présomption simple de causalité, qui n'est pas irréfragable, parce qu'aucune autre cause certaine ne permet de l'affirmer. Enfin, ne permet d'expliquer pourquoi cet enfant, au bout de 4 jours, après la première injection, est devenu aveugle. L'hôpital, dans la région parisienne de la PHP, qui avait pris cet enfant en charge, la pharmacovigilance officielle a rendu, dans un courrier, en notre possession, la même conclusion que moi. On ne peut pas exclure le rôle du vaccin. Je n'ai pas vu cette phrase dans un rapport de l'ANSM à la date du 26 août 2021, parce qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai vu comment on écartait comme ça facilement des cas précis, j'ai arrêté de lire les documents publiés sur le site de l'ANSM, alors que j'ai fait que de les diffuser depuis le début, parce que je trouvais que l'ANSM a fait un travail important. Tous les 15 jours, on avait un rapport, que c'est transparent effectivement, mais qu'à partir de cette date-là, où je voyais, quel que soit l'écart, dès le premier décès, le premier décès, c'était en janvier 2021. Et on avait cette phrase, chez une personne en EHPAD, on avait cette phrase, aucun effet indésirable immédiat n'est intervenu. Phrase suivante, le décès est intervenu 2 heures après. Alors si 2 heures après, ce n'est pas un effet immédiat, je ne sais pas ce que c'est. Donc en tout cas, je ne comprends pas. Donc, on a assisté aussi à une véritable... des recommandations faites par des autorités officielles. Je citerai l'ANSM et un cas précis, l'ANSM et la Haute Autorité de Santé, qui nous obligeaient, qui nous recommandaient de passer outre l'autorisation de mise sur le marché. Un exemple, dès le mois de janvier 2021, l'autorisation de mise sur le marché du laboratoire Pfizer nous demandait de respecter un délai de 21 jours entre la première et la deuxième injection, et l'ANSM recommande qu'on peut espacer le délai jusqu'à 42 jours. Et il a été suivi quelques jours plus tard par la Haute Autorité de Santé. Et ce fait a même conduit l'Académie de médecine elle-même de rappeler les risques d'un tel allongement de délai entre les 2 injections et à rappeler ce que le laboratoire lui-même a dit. J'avais l'impression que le laboratoire était plus prudent que le gendarme du médicament. Le laboratoire a dit qu'il ne pouvait pas garantir les résultats affichés avec un tel espacement de délai. Les risques rappelés par l'Académie de médecine, c'est l'apparition d'anticorps facilitants. Le professeur Fischer a parlé des anticorps neutralisants, mais il a oublié de parler des anticorps facilitants. Et le risque de voir apparaître des variants, des résistants. Voilà, une sorte de résistance à la vaccination. L'information est un droit. On n'a pas entendu un mot sur le consentement lors de la première table ronde. Pas un seul mot sur le consentement. Il fallait que le professeur Allah le rappelle. C'était le premier qui a parlé. Le consentement est une liberté fondamentale. Le Code de santé publique dit il y a un lien. Le consentement est le lien qui assure, est un lien. Donc, le Code de santé publique commence par une première partie qui s'appelle Protection générale de la santé. Monsieur le Président, donc, le Code de santé publique commence par une première partie qui s'appelle Protection générale de la santé et à part un chapitre préliminaire, droits des personnes. Parmi ces droits, le respect de la dignité de la personne humaine. Ce principe de dignité de la personne humaine repose sur le respect de l'autonomie de la volonté, qui, avec le respect du secret médical, constituent les 2 pièces maîtresses de la relation de confiance qui unit la personne à son médecin lors du colloque singulier que vous connaissez. Donc lorsqu'on ne diffuse pas une information, je cite Code de santé publique, et les bonnes pratiques de pharmacovigilance qui sont intégrées au Code de santé publique, claires, loyales et appropriées,
on prend le risque de vicier le consentement qui doit être normalement libre et éclairé et surprotégé, puisqu'on est encore dans le cadre d'un essai clinique. Eh bien, quand on ne fait pas ça, on prend le risque de porter atteinte à la dignité de la personne humaine. C'est juste pour vous montrer à quel niveau on se situe. Au niveau de l'information, comme a dit Madame la sénatrice, c'est le nœud du problème. Ce n'est pas le vaccin le problème. Le problème, ce n'est pas le vaccin. Le problème, c'est l'obligation de faire intégrer des gens dans un essai clinique de force par une obligation, par la loi, une loi, entre guillemets, qui n'a toujours pas été validée par le Conseil constitutionnel, l'article 12, pour les professionnels de santé, pour les pompiers et tous les personnels qui sont soumis à cette obligation. Les parlementaires qui ont... Pardon, rappelez-nous juste, je devrais savoir, mais l'article 12, c'est celui L'article 12, c'est celui qui consacre l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé, pour les pompiers et toutes les autres professions. Et l'article 14, celui qui consacre les sanctions. C'est-à-dire le fait de désactiver socialement ces professionnels de façon extrajudiciaire, en mépris de tous les droits de la défense, sans entretien préalable, et qui nous a propulsé, je ne sais pas, un siècle en arrière en termes de droit du travail notamment. Le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a été saisi par les parlementaires lors du contrôle de constitutionnalité a priori, pour les professionnels de santé, la question de la constitutionnalité des articles 12 n'a pas été soulevée. Le Conseil constitutionnel avait la possibilité de relever cela d'office. Il ne l'a pas fait. Et toutes les questions prioritaires de constitutionnalité qui ont été soulevées dans le cadre des litiges ont été rejetées, bloquées par le Conseil d'État notamment. Et voilà, alors, juste pour vous dire, voilà. Oui, docteur Umlil, ici on est plus sur une analyse politique, alors respectable, mais plus sur les questions politiques et éthiques que sur les questions techniques. Je reviens sur le sujet. Le défaut d'information aussi peut faire encourir à ces... Et le mésusage peut faire encourir à ces produits la qualification juridique de produit défectueux, ce qui serait dommage. Donc, je rappelle que le principe, c'est l'inviolabilité du corps humain et que l'exception, c'est l'intervention médicale. Et je viens maintenant vous lire à quoi on a eu le droit en termes de communication. Je cite ce qui a été publié le 9 juillet 2021 sur le compte Twitter du ministre des Solidarités et de la Santé. Je ne dis pas que c'est lui, je dis sur son compte Twitter. Vaccination Covid-19. Si vous avez des courbatures après le vaccin, pas d'inquiétude, c'est que vous avez trop pédalé. Et on voit une photo de jeunes en train de pédaler avec un pédalo à la surface de l'eau. Je ne sais pas si c'est la mer ou une rivière. Une affiche diffusée sur le site de l'Agence régionale de santé. Oui, le vaccin peut avoir des effets désirables. Voilà. Et je peux vous lister comme ça plein de slogans, d'affiches, de bidouillages publicitaires qui montrent que tout a été fait pour minimiser les effets indésirables et pour embellir le bénéfice, et notamment auprès des jeunes. Alors, pour les centres de pharmacovigilance, je connais... Enfin, je n'ai pas fini, Monsieur le Président. Je n'ai même pas eu le temps de... Allez-y, mais on a repris à 35, je pense, 15 minutes 5. Vous êtes déjà à 20 minutes de temps de parole total, me semble-t-il. Enfin, je ne sais pas, mais il y en a qui ont parlé. Mais c'est important ce que j'ai à dire. Je vais aller vite. Allez à l'essentiel, s'il vous plaît. Oui. On a eu des journaux, des fact-checkers qui nous ont dit qu'on ne pouvait déclarer que les effets indésirables graves inattendus. La loi, le Code de santé publique dit qu'on peut te déclarer. J'ai assisté à des obstacles, c'est-à-dire à la demande de professionnels de santé. On a mis en œuvre, dans la région Pays de Loire, une aide à la déclaration pour les professionnels de santé et pour les citoyens, juste pour jouer l'intermédiaire entre le centre pharmacovigilance et entre ces citoyens qui étaient perdus. Attaque frontale par voie de presse du directeur de l'hôpital lui-même, de 119 médecins et pharmaciens par voie de presse, qui ont affirmé qu'il n'y a pas de sous-notification en pharmacovigilance. Je vous donne un exemple. Je vous ai parlé du lien de causalité, qui est le nœud du problème. Concernant l'ANSM, on a parlé des liens de causalité. Ils font des analyses observées attendues. Mais en même temps, ils nous disent qu'il y a une sous-notification. Donc, comment on peut parler d'observer sur le numérateur observé lorsque on utilise la méthode observée
attendu, le numérateur est forcément sous-estimé. Donc c'est une question. J'ai un cas Scholte, un seul cas, qui a conduit à la modification de l'AMM en introduisant un effet indésirable, pneumopathie interstitielle sous flicaïnine, donc un médicament de cardiologie, avec une consultation de la base de données de pharmacovigilance qui montrait 24 cas de 1983 à 2007. 24 cas, dont un seul décès suspect, avait conduit au rajout de la mention dans la rubrique effet indésirable. Concernant... Essayez d'aller vraiment il nous faut nous diriger vers la conclusion, sinon nous n'aurons pas le temps justement de réaliser le contradictoire. Oui, alors, nous avons une troisième intervenante. Dernière chose peut-être. Sur le bénéfice-risque, je vous invite, Monsieur le Président, à lire ce que Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, en personne, a dit lors d'une conférence de presse le 18 février 2021, aucune preuve sur les formes graves, aucun pays européen n'avait apporté les preuves sur une forme grave alors qu'on avait commencé à vacciner 2 mois auparavant. Et regardez le rapport qu'il a versé au Conseil d'État pour justifier le maintien des personnes doublement vaccinées. Elles n'avaient pas le droit de sortir des EHPAD. Elles étaient confinées au même titre que les personnes non vaccinées. 4 arguments. Quand vous lisez ces 4 arguments du ministre, dans un mémoire en date du 28 mars 2021, versé auprès du Conseil d'État, vous vous demandez à quoi sert ce vaccin. Et je vous passe sur les contradictions, sur le rapport en question. J'ai listé toutes les contradictions des autorités entre elles sur les formes graves et sur la transmission virale. Donc il n'y a aucune affirmation de ma part, ce sont que des extraits des autorités officielles. Merci. Et je vais arrêter là. Merci, docteur Umlil. Sur monsieur le professeur Fischer, je lui renvoie à la note d'alerte que le COSF avait diffusée et qui a montré des clusters dans les EHPAD. Et il savait pertinemment, il parlait en conditionnel, et il savait pertinemment, je peux vous la lire, hein, l'efficacité donnée n'est pas celle qui était diffusée dans les médias, donc c'est 35% au conditionnel. Et il savait très bien. Mais en même temps, et je vais arrêter là, ce qui est caractéristique dans cette affaire, et vous êtes mathématicien, Monsieur le Président, la logique, vous savez ce que c'est. Mathématicien et pas épidémiologue. Oui, mais la logique, vous connaissez. On ne peut pas relever toutes ces insuffisances et on ne peut pas se prévaloir de ces contradictions, c'est-à-dire relever que le vaccin, il y a des clusters, il y a des insuffisances, etc. Et dans la conclusion, on prend la conclusion inverse. C'est-à-dire qu'on peut continuer de vacciner et on peut surtout, on peut obliger les gens, on ne peut pas obliger les gens à se vacciner. Merci, Dr Umlil, pour cette mesure. Merci, Dr Umlil. Dernière mesure, je pense que l'obligation vaccinale, il faudra l'arrêter au plus vite. Voilà. Merci, Dr Umlil. Monsieur le Président. Merci pour cette présentation avec de nombreux arguments et de nombreuses citations de rapports et autres. Et évidemment, à cette audition, il y a des compléments qui peuvent être des questions écrites, des dossiers écrits autres, et tout a été effectivement transmis aux rapporteurs qui s'occuperont aussi de l'instruction. Alors continuons. Je passe tout de suite la parole au docteur Aure Saulnier, virologue indépendante, pour un exposé qui sera le plus concis possible. Je fais confiance à votre bonne volonté pour aller droit au but. Oui, il a baissé la main, non. Alors, en attendant de clarifier la situation de notre collègue, la parole au docteur Umlil. Donc, je suis absolument d'accord sur le fait que l'évaluation d'un médicament se fait tant à l'échelon collectif qu'à l'échelon individuel. Qu'on peut avoir un médicament qui ne démontre pas d'intérêt pour la population générale et qui peut avoir un intérêt particulier chez une petite partie de la population. L'exemple type, c'est le thalidomide, qui, après avoir été supprimé pour les malformations qu'il avait entraînées, il est prescrit, il est revenu avec une surveillance stricte. Et donc là, on peut être d'accord. L'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire, et le problème, c'est que dans le cas de cette vaccination générale, c'est que les contre-indications, le médecin ne peut plus évaluer en fonction de l'état du patient et en fonction de ces critères de risque propres qui peuvent déclencher des effets indésirables, imprévisibles notamment. Donc on a une liste administrative établie par l'exécutif, générale et absolue, et le médecin,
moi j'ai plein de cas de myocardite, d'AVC, dont une question posée au centre pharmacovigilance avec lequel je travaille territorialement, compétent. On a eu un cas, même le centre pharmacovigilance ne savait pas répondre, il n'avait pas la boule de cristal non plus. Un AVC après la première injection. Et le patient, le médecin qui suivait ce patient, il me pose la question, est-ce que je peux faire la deuxième? Et moi, j'en sais rien. Je pose la question au centre pharmacovigilance. Il ne savait pas, il ne pouvait pas savoir. Et puis, le centre pharmacovigilance m'a répondu, il faut que le patient discute avec le médecin. Mais discuter de quoi? Ensuite, pour l'information, je vous rappelle les critères juridiques de l'information. Ce n'est pas moi qui les ai définis. Je vous cite, donc je vous invite, Monsieur le Président, à aller consulter l'article R412735 et l'article L1111-2. L'information, les critères, les caractères de l'information. Concernant les risques, que dit l'article L1111-2? Il faut, lors d'un entretien individuel, et non pas sur des documents publiés sur des sites auxquels le patient ne sait pas comment aller faire pour les trouver, parce qu'effectivement l'information peut être disponible, mais le problème c'est au moment de la prescription. Et on revient sur les modalités de prescription et de dispensation pharmaceutique. Donc, l'information sur les risques, voilà ce que dit la loi. Il faut, avant toute prescription d'un médicament, ou d'un soin, quel qu'il soit d'ailleurs, avant une opération chirurgicale, n'importe quel soin à visée curative, diagnostique ou préventive, il faut communiquer les risques fréquents ou graves, normalement prévisibles. La prévisibilité pose question parce qu'on est avec un vaccin qui a été mis sur le marché, dit la Haute Autorité de Santé, avec seulement un mois et demi de recul, alors qu'une directive de 2001 européenne stipule que pour pouvoir parler d'un usage médical bien établi d'un composant d'un médicament, il faut un minimum 10 ans. Il y a une directive. Ensuite, je n'ai pas fini. Et le juge, la jurisprudence administrative et judiciaire rajoute il faut communiquer aux patients les risques fréquents ou graves, même exceptionnels. C'est-à-dire, si vous avez un cas de paralysie faciale, un cas de myocardite, il faudrait le communiquer avant de pouvoir vacciner la personne. Et surtout, cette information est pérenne, dit la loi. Pérenne, ça veut dire quoi? C'est sans durée, c'est une durée limitée. Illimitée. Ça veut dire que si la personne a été vaccinée et qu'a posteriori, des effets indésirables nouveaux ont été repérés et reconnus par les autorités, il faudrait rappeler toutes ces personnes et leur porter à leur connaissance ces risques d'effets indésirables pour anticiper justement la réalisation du risque. Et ça, est-ce que ça a été fait aussi? Ça, c'est la loi. Et c'est lors d'un entretien individuel et non pas sur BFM ou sur CNews. Alors, sur l'imputabilité, sur l'imputabilité, dernière chose, s'il vous plaît. Dernière. Sur l'imputabilité, il y a un membre du comité scientifique pharmacovigilance de l'ANSM qui a démissionné parce qu'il n'est pas d'accord, parce que ce qui a été sur la méthode d'imputabilité qui laisse des cas de côté, qui rejoint l'avis de l'IGAS. Et il a démissionné parce que ce qui a été défini dans le rapport numéro 2 du 28 janvier 2021, auquel je n'ai pas eu la réponse d'ailleurs, sur les cas de décès restés inconnus. Et c'est Dr Umlil, il s'agit de répondre aux commentaires des experts. Sur l'imputabilité, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas le seul. Et d'ailleurs, la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, en 2017, elle est venue confirmer ce que le juge administratif et judiciaire de la Cour de cassation avait retenu depuis 2007-2008. C'est-à-dire que, par exemple, le juge administratif, il se contente de la temporalité, de critères temporels, qui considère un bref délai, c'est de quelques mois. Et la CJUE a défini des critères qui permettent, si vous avez des indices graves, précis et concordants, c'est-à-dire qui rejoignent un peu ce qui est utilisé par la pharmacovigilance, proximité temporelle. Docteur Umlil, vraiment. Bon, je termine. Proximité temporelle, absence d'antécédents personnels et familiaux, des cas publiés et répertoriés. Normalement, vous pouvez avoir une présomption de causalité. Voilà. Merci. Amine Umlil, vous sortez d'une audition publique et contradictoire au Sénat, organisée par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, présidé par Cédric Villani. À chaud, quelles ont été vos impressions? Est-ce que vous êtes satisfait de la tournure de cette audition? Est-ce que vous êtes frustré ou les deux?
Eh bien, cette édition, elle mérite d'avoir organisé cet échange contradictoire. Donc c'est le premier. Pourtant, on demandait cette audition contradictoire depuis plusieurs mois. Et je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui si ça avait été fait suffisamment tôt. Mais en tout cas, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a eu le mérite de le faire. Il y a eu des points intéressants qui ont été soulignés. Mais je pense que le temps a manqué pour pouvoir développer davantage et de répondre à des questions qui sont restées sans réponse. Cédric Villani, le président, était attaché à ce qu'il y ait un véritable contradictoire, malgré les limites du format qui impose, qui ne permet pas des échanges, des allers-retours infinis. Vous avez eu le sentiment que ça a été possible et fructueux, ou que c'était plutôt un dialogue de sourds Moi, je pense que les personnes, enfin les représentants des institutions de la vaccination notamment, eh bien, ils ont tenu plutôt des affirmations pour nourrir une appréciation d'ordre général. Voilà. Et je pense que les trois personnes, professeur Alla, docteur Sommier et puis moi-même, je pense qu'on était plutôt sur les faits. Et de toute façon, les gens, ils pourront apprécier d'eux-mêmes. Et en tout cas, c'est enregistré. Et donc maintenant, c'est disponible. Donc c'est un premier pas. Et j'espère qu'il y aura d'autres confrontations sur une durée un peu plus longue. Voilà. Les esprits se sont un peu échauffés avec le professeur Alain Fischer, même si l'échange est resté courtois. Vous avez été déçu de son attitude et de ses arguments? Mais je ne comprends pas très bien son raisonnement. Notamment, nous étions sur les faits et le professeur Fischer, il aurait déjà dû commencer par déclarer ses éventuels liens et conflits d'intérêts, étant donné qu'il est médecin, il me semble. Donc la loi nous obligeait tous à le faire, et certaines personnes ne l'ont pas fait. Donc voilà, je n'ai pas très bien compris un peu sa réaction. Il est resté sur des affirmations, encore une fois, générales, pas de fait précis, pas de source, si ce n'est que plusieurs pays du monde ont eu la même stratégie, ce qui est absolument pas une preuve. Donc de toute façon, on va avoir le temps d'analyser l'enregistrement, et surtout vous, maintenant le public, il a, on va dire, un début de commencement des preuves. Les choses qui étaient taboues jusqu'à maintenant ne le sont plus. On a pu discuter du bénéfice, enfin des incertitudes sur le bénéfice, sur les risques, sur la méthode d'imputabilité utilisée en pharmacovigilance, et sur d'autres sujets notamment. Donc sur la composition elle-même des vaccins qui a changé. Donc je pense qu'il y a des éléments intéressants qui ont été dits, et que maintenant il faut que les gens regardent ça calmement et chacun se fasse sa propre opinion. Vous avez publié un rapport de 92 pages qui était destiné donc à cet office parlementaire, sur lequel vous avez été auditionné à huis clos, vous seul, avant cette audition contradictoire. Là, vous aviez eu plus de temps, plus d'1 heure, je crois. Est-ce que il y a des choses encore, malgré ce temps qui vous a été offert? Bon, c'est toujours trop court, mais est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu dire ou que vous n'avez pas pu développer autant que vous l'auriez souhaité et que vous pourriez dire maintenant en quelques mots? Oui, évidemment. J'ai pas pu présenter tous les éléments qui sont dans le rapport, mais j'estime que les parlementaires est lent et que si le public veut avoir ce rapport, il est désormais, vu les demandes que j'ai eues, il est désormais disponible dans un livre qui est paru fin avril sous le titre « Vaccin contre la Covid-19, l'impossible consentement ». Merci beaucoup, Hermine Oumlil. Merci à vous. C'était une interview à le journal France Soir.
Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuelle Darle et je suis membre du Conseil scientifique indépendant. Je m'exprime ici en tant que citoyenne et en dehors de toute institution. Début avril, Christine Coton, Vincent Pavant et moi-même, entre autres, avons été auditionnés par quelques membres de la commission d'enquête sur les effets indésirables des vaccins Covid-19 et diligentée par le Sénat. Ces auditions ont été enregistrées et captées par informatique, donc pour retranscription et rediffusion sur le site du Sénat. Durant ces auditions avec Vincent Pavant, nous avons alerté d'augmentation historique et inédite de certaines pathologies, notamment une augmentation de 1788% concernant les troubles du cycle menstruel, 732% d'AVC en plus durant 2021, qui pouvaient être causés par ces injections. Autant de cécité durant 8 mois de vaccination que pendant 30 années cumulées, tous vaccins confondus. Nous avons également alerté que ces injections étaient extrêmement néfastes pour les enfants en bonne santé. Christine Coton a alerté quant à elle sur le fait que les essais cliniques étaient largement défectueux. Ces essais cliniques conduits par Pfizer étaient visiblement insuffisants, et sa conclusion étant que ces injections n'aurait même pas dû passer la phase 2. L'Office parlementaire, donc l'OPEC-ST, a bien enregistré tous nos propos. Ils sont à ce jour non diffusés au public et non retranscrits au public, comme, logiquement, ils auraient dû l'être. Le 24 mai aura lieu une audition publique. Sur les 14 personnes auditionnées, seules 3 porteront une parole contradictoire sans mentionner les effets indésirables de ces vaccins que l'on peut remarquer à la fois dans les bases de données de pharmacovigilance européennes et américaines, sans même mentionner que les essais cliniques conduits par le laboratoire Pfizer sont très largement défectueux et insuffisants. Si vous ne voulez pas que cette commission d'enquête mette sous le tapis les effets indésirables et les dérives de ce laboratoire pharmaceutique, vous pouvez nous aider à obtenir une audition publique. Pour cela, il vous suffit d'écrire un email à cédric.villani@assemblée-nationale.fr, mail que vous retrouverez en bas de cette vidéo, en demandant que Christine Coton, Vincent Pavant et moi-même soyons entendus en audition publique afin que la vérité éclate. Voilà. Je vous remercie. Nous comptons sur vous. Vous voulez vous compter dans ces paroles-là? C'est simple. Laissez un message dans les commentaires. Voyez un message privé pour moi. Voyez un mail joukaouvert@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver à enregistrer nous. Nous prenons? Alors à pita. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert. Jouka ouvert.